On va y aller. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de l'histoire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Maury, qui est professeur à l'Université d'Orléans en France, où il est le directeur adjoint du laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures. Stéphane détient une maîtrise et un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. C'est bien ça, Stéphane? Oui, oui, tout à fait. OK. Ces activités de recherche, en général, on pourrait dire, consistent à mieux comprendre les relations entre la plasticité du développement des plantes et le contrôle épigénétique par le biais de la méthylation de l'ADN. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la méthylation de l'ADN, j'imagine que Stéphane va nous en parler un petit peu. Ces travaux touchent autant les grandes cultures que les arbres. Et avec plus de 70 articles scientifiques à son crédit, Stéphane peut certainement être considéré comme une sommité dans son domaine. Ce qui fait qu'on est extrêmement heureux de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Et le titre de sa présentation est Épigénétique et plasticité phénotypique chez les arbres dans un contexte de changement climatique. Retour d'expérience. Ça te Voilà, va, ça te va, parfait, Stéphane? merci Philippe. OK. Ça sera beaucoup plus simple, hein. Je veux d'abord vous dire à tous merci d'être connectés, de venir discuter avec moi. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui, hein. On est très loin, mais l'idée est d'essayer d'échanger sur ce domaine-là. Comme l'a proposé Philippe, hein, j'ai commencé par un certain nombre de diapositives, bon, une ou deux qui vont présenter un petit peu mon équipe, hein. Et puis ensuite, on va redonner quelques définitions sur ce qu'est l'épigénétique, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, ça redémarrera, même si vous ne connaissez rien ou pas grand-chose sur l'épigénétique, il y aura tout ce qui sera donné pour que vous puissiez suivre la suite. Après, évidemment, ça sera un petit peu plus ardu puisque l'idée est de vous présenter notre thématique de recherche et ce fameux retour d'expérience, vous montrer comment on a essayé de décrypter cette épigénétique sur un modèle arbre. Et là, évidemment, on rentrera dans les détails, un modèle particulier, nos résultats de laboratoire, et ça deviendra peut-être éventuellement un petit peu plus spécifique. Mais n'hésitez pas tout au long de la visio à poser des questions plutôt que les garder pour la fin ou parfois on on n'y arrive plus. N'hésitez pas en tout cas à m'interrompre ou à poser des questions. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors je vais lancer le partage d'écran. Voilà, je vais juste fermer tout ça. Voilà, donc je pense que là, vous devez a priori bien visualiser mon écran. Donc, en effet, aujourd'hui, donc je vais essayer d'un petit peu de présenter ce qu'on a pu faire sur la partie épigénétique. Alors, tout d'abord, quelques petits mots de présentation, hein, plus simple. Donc, en effet, je suis professeur des universités. Je travaille à Orléans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est en gros à 1 heure au sud de Paris. Dans notre université, on a un pôle biologie et notamment un pôle au niveau de l'étude des plantes et des arbres avec 2 unités un petit peu sur place, une unité vraiment universitaire, celle où je suis, et puis une unité qui est totalement INRA, que vous devez certainement connaître, qui est l'Institut national de recherche agronomique. Et donc mon équipe, en fait, et le laboratoire, et en fait également fait partie de l'INRAE. Donc, dans l'équipe que j'anime au sein du laboratoire de biologie ligneux des grandes cultures, je suis le responsable de l'équipe Arbre réponse aux contraintes hydriques et environnementales, c'est l'équipe Arche. Alors, dans cette équipe Arche, on s'intéresse aux mécanismes physiologiques, moléculaires, épigénétiques qui sont impliqués dans l'acclimatation et l'adaptation des arbres aux contraintes hydriques et métalliques. Alors, nos modèles principaux sont le peuplier et le saule. Voilà, on a 3 axes assez importants, un axe très écophysiologie, un axe très physiologie et épigénétique, hein, et puis un axe beaucoup tourné sur le phytomanagement, hein. Donc l'utilisation cette fois-ci des arbres et notamment sur les contraintes métalliques et les sols pollués et les sols miniers en particulier. Voilà, donc c'est une équipe assez jeune, hein, et je suis également le coordinateur du projet ANR qui s'appelle Épitrie, que j'aurai, j'espère, le temps de présenter à la fin. Ce projet ANR Épitrie, il a démarré en 2018, il va courir jusqu'à 2022
et il s'intéresse vraiment de manière plus précise à l'intérêt de l'épigénétique chez 2 modèles d'arbres forestiers. Voilà, alors comme disait, Philippe, j'ai pas mal bossé en épigénétique depuis pas mal d'années puisque, globalement, je démarrais à peu près, vers 2003 cette thématique, hein, après, d'autres, sujets, hein. J'ai travaillé à peu près pendant 10 ans sur un modèle plante de grande culture, hein, et notamment sur betterave sucrière, et c'était un travail qui était très associé avec, une entreprise semencière, Cess Vanderhaaf, qui ensuite est devenue, enfin, qui était Advanta, qui est devenue Cess Vanderhaaf, sur lequel on a beaucoup travaillé sur la tolérance à la vernalisation chez des génotypes de culture et notamment le rôle de l'épigénétique. Alors c'était, assez pionnier parce qu'en 2003, l'épigénétique, s'était pas tellement développé, et on a vraiment monté avec eux, une thématique relativement importante, et j'ai encadré, du coup, 3 thèses sur ce sujet-là, et puis on a travaillé sur d'autres projets, notamment avec également, l'imagrin sur des questions, d'hétérosis, et de diversité des lignées parentales chez le maïs, et toujours bien sûr en lien avec l'épigénétique, hein. Et puis ensuite, pour diverses raisons, notamment il y a toujours des regroupements et des changements un petit peu au niveau, des habilitations des équipes, hein. On m'a demandé de passer également et de développer cet axe, sur le modèle arbre. Donc à partir de 2008, les projets se chevauchaient entre grande culture et arbre. J'avais les 2 casquettes jusqu'à abandonner l'un des 2 parce que c'était un peu compliqué. Je suis passé totalement sur le modèle arbre pour prendre ensuite la responsabilité de l'équipe finalement qui est sur, les arbres. Et on travaille maintenant, beaucoup, notamment avec nos partenaires, de l'INRA en local, mais évidemment, au sein de projets, avec tout un tas d'autres collègues, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, et puis, bah, on discute aussi avec, Philippe, Christian et Zoé, sur ce qui pourrait être monté, chez vous, sur ces questions d'épigénétique, et sur ces questions-là, voilà, il y a déjà eu 4 thèses qui ont été encadrées, sur ces questions d'épigénétique, chez les arbres. Donc voilà, c'est une thématique que quelque part, j'habite depuis un bon moment. Ça me donne l'occasion également, assez récemment, il y a un projet COST, donc ce sont des projets de coordination, à l'échelle européenne, hein, mais qui permet d'inclure, tout un tas de pays, je veux dire quasiment presque tous les pays du monde peuvent venir, se coller à un projet COST européen en tant que, alors pas pour être financé, mais en tant que partenaire d'intérêt. Alors ce projet, COST, il s'appelle EpiCatch, et il s'intéresse à l'intérêt de l'épigénétique, sur, tout ce qui va être, changement, et adaptation des espèces cultivées au changement climatique. Et ces espèces cultivées, évidemment, sont tout aussi bien herbacées que, éventuellement ligneuses et forestières, hein, fruitières ou forestières, tout ce qui est cultivé par l'homme. Et dans cet immense réseau, je suis le leader du working group 1, qui se notamment d'essayer de regrouper tout l'intérêt autour de la réponse des plantes cultivées, à des stress environnementaux épigénétiques. Voilà. Donc, cette action, COS, si jamais elle vous intéresse, vous pouvez, très certainement assister déjà à toutes les manifestations, parce qu'en fait, l'Europe finance des manifestations, qui sont ouvertes à peu près tous les partenaires. Donc, ça peut être rediscuté, vous pouvez me contacter. Voilà, alors l'idée, aujourd'hui pour moi, c'était de discuter, avec vous autour, de 3 questions. La première, c'était quand même pour revenir un peu aux fondamentaux, c'est qu'est-ce que l'épigénétique? Sans quoi je risquais de perdre un peu peut-être, du monde, donc qu'est-ce que l'épigénétique, hein? Essayer de vous donner une vision assez rapide, hein, de ce que peut être ce processus. Et vous en avez déjà bien entendu parler, donc je confirmerai a priori ce que vous connaissez. Vous expliquer et discuter de pourquoi on peut s'intéresser à l'épigénétique chez les arbres dans un contexte de changement climatique, hein. Pourquoi c'est pertinent, selon moi, d'aller creuser des questions d'épigénétique, dans ce contexte-là. Et par contre, beaucoup plus compliqué, c'est comment faire. Alors voilà, il y a pas mal de gens qui se sont lancés là-dessus et beaucoup qui n'ont pas continué. Donc voilà, c'est un domaine un petit peu, compliqué parce qu'il faut trouver un angle d'attaque et une, méthodologie et des supports scientifiques et conceptuels, et ça a parfois été difficile pour certaines équipes qui n'ont pas peut-être assez investi sur la question. Donc voilà, comme ça fait depuis 2003 que je travaille là-dessus, voilà, j'en ai un certain nombre d'idées sur la démarche, et on va en fait discuter de ce que nous on a essayé de faire. Alors évidemment, il y a toujours un espèce de cheminement, on va là aussi il y a de la lumière, hein, mais à la fin, ça permet de retracer un chemin, qu'on n'a pas toujours vu au départ. On a parfois marché dans le noir et puis ensuite on a avancé, mais au final, il y a une certaine logique qui s'établit avec le temps, et qui maintenant est beaucoup plus claire pour nous. Voilà. Alors donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, hein, quelles qu'elles soient. Alors juste pour dire quelques mots, d'où vient cette idée d'épigénétique, hein.
Alors, on peut très bien faire assez simple, hein, on peut proposer qu'il y a, un papa de l'épigénétique, hein. Il aurait été, le concepteur, hein, puisqu'en fait, Conrad Waddington, qui est en fait un biologiste, développemental, animal, hein, s'est posé, dans les années, 50 et après les années 45, hein, beaucoup de questions sur le fait que les prémices de la génétique dans les années 40-50, hein, ne permettaient pas de répondre à des questions simples des gens de la biologie développement qui étaient, on a un zygote avec un génome et après on a à peu près 200 types cellulaires, hein, et pourtant c'est toujours le même génome. On ne comprenait pas comment à partir, de l'idée d'un génome et d'une génétique fixe, puisqu'il n'y a plus que de la mitose, on pouvait obtenir des types cellulaires aussi différents. Et il cherchait à comprendre, comment pouvait éventuellement participer cette information génétique, hein. Et il a proposé un concept, hein, qu'on appelle, l'epigenetic landscape, le paysage épigénétique, hein, où il propose que ce paysage, qui possède ici un relief, hein, possède tout en haut, la cellule, non différenciée, le zygote en devenir, avec une génétique qui est déjà fixée, mais qui va suivre plusieurs voies de différenciation cellulaire, avec bien sûr une génétique fixe, mais qui vont proposer d'obtenir à la fin des phénotypes extrêmement différents. Et ce qu'il a proposé finalement, c'est que les gènes étaient les piliers soutenant ce paysage et que c'était finalement l'interaction entre les réseaux géniques, et il ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière en 1957, hein, l'interaction entre les réseaux géniques, hein, qui modulerait des voies de différenciation. Et de cette idée, il a créé une discipline qu'il a appelée l'épigénétique et qu'il a définie comme la branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits pour l'établissement du phénotype. Alors, très conceptuel, loin évidemment de nos questions moléculaires actuelles, hein, mais le terme épigénétique sera repris dans les années 2000 quand on va obtenir un cadre moléculaire mécanistique, parce qu'en fait, ce qu'il a proposé était parfaitement pertinent. On peut y voir aussi, une maman de l'épigénétique et ça serait parfait que ça soit Barbara McClintock, hein, donc prix Nobel en 1983 pour sa découverte des fameux gènes sauteurs, que l'on sait maintenant bien sûr être les éléments transposables. Alors en fait, ce qu'elle a apporté, Barbara McClintock, ces études-là, c'est l'idée que certaines séquences étaient mobiles dans le génome, qui était a priori à contre-courant complet de la génétique de l'époque, hein, donc montrant bien que ce génome était capable de se remodeler, voire même de créer des variations somaclonales en assez grande quantité, notamment chez le maïs, avec ces fameux gènes sauteurs qui sont les éléments transposables. En fait, ces éléments transposables, c'est un lien fondamental entre la génétique et l'épigénétique, puisque ces séquences répétées qui sont capables de bouger dans le génome et de créer une véritable dynamique structurelle des génomes, hein, ils sont pour partie contrôlés, de ce que l'on en sait, par des marques de la chromatine, notamment la méthylation de l'ADN. Et donc, on a un lien direct entre méthylation de l'ADN, activité des éléments transposables et variation génétique. Voilà. Donc voilà, deux concepts et deux travaux antérieurs de très bonne qualité qui finalement peuvent servir un petit peu de parents pour ce qu'est l'épigénétique aujourd'hui. Alors l'épigénétique est particulièrement développée à partir du début des années 2000. Bien sûr, il y a des travaux avant, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais beaucoup développée à partir des années 2000 pour une raison liée à la génomique. C'est qu'à partir des années 2000 tombent les premiers génomes multicellulaires. Donc, on a Arabidopsis en 2000, un drape de génome humain également en 2000-2001, et puis ça s'enchaîne, le peuplier en 2006, hein, etc., la drosophile, etc. Et ces organismes multicellulaires ont pensé que le séquençage des génomes nous apporterait la connaissance ultime sur leur développement, leur fonctionnement, etc. Et dans cet édito de Brennan Maher dans Nature en 2008, il fait le bilan avec 3 articles consacrés à la génétique et notamment à tout ce qui est génomique et génétique d'association, que la génétique d'association, 8 ans après le séquençage du génome humain, est incapable de prédire des caractères quantitatifs simples, tels que la hauteur humaine, puisqu'une étude publiée dans ce numéro montre qu'on n'arrive pas par génomique d'association à expliquer, enfin, génétique d'association, à expliquer plus que 5% de la variation d'un trait parfaitement héritable qui est la taille humaine. Alors bien sûr, il y a beaucoup de pistes. Il y a notamment l'amélioration des méthodologies de séquençage, des méthodologies de génomique d'association, les problèmes d'allèles à faible fréquence, les copy number variation. Bon, voilà, on peut continuer comme ça, il y en a beaucoup. Et dans les 5 ou 6 grandes explications que récapitule Brendan Mayer dans cet édito, il y a également l'épigénétique qui est déjà depuis, donc on est en 2008, depuis déjà quelques années,
a montré tout son potentiel à être capable de contrôler l'expression des gènes, aussi bien en cours du développement qu'en réponse à l'environnement, et participe évidemment de manière inévitable à ce qu'il a appelé la missing heritability, donc notre incapacité à expliquer l'héritabilité, voire même un phénotype, tout simplement. Alors, d'un point de vue plus moléculaire et simple, on peut définir actuellement l'épigénétique grâce à cette illustration notamment, qui nous remontre finalement qu'on revient à un concept tout simple de biologie cellulaire, hein, c'est que dans le noyau des cellules eucaryotes, l'ADN n'est pas nu, mais il est associé à des protéines qu'on appelle histones, qui sont regroupées en nucléosomes. Et vous savez que l'ADN s'enroule autour de ces nucléosomes pour former la chromatine. Et que finalement, chez les eucaryotes, c'est la chromatine qui finalement organise le génome. Et il y a deux informations. Il y a l'information génétique qui est codée sous forme de la séquence d'ADN et il y a l'information épigénétique qui est codée sous forme de structure de la chromatine, puisque la compaction de la chromatine empêche l'accessibilité aux séquences, transposons aux gènes, et la décompaction de la chromatine permet notamment aux facteurs de transcription de venir se fixer sur les gènes. Donc, on s'aperçoit que l'épigénétique va être tous les processus au niveau de la chromatine qui affectent l'expression des gènes et ou l'activité des éléments transposables sans altérer la séquence d'ADN, et ces processus sont héritables aussi bien par mitose qu'éventuellement par méiose. Ça ne veut pas dire que tout est transmis, mais c'est faisable, c'est héritable. Alors, d'un point de vue dynamique assez simple, on peut décrire les processus épigénétiques avec trois groupes de protéines, ce qu'on appellera les writers, donc qui vont ajouter les marques épigénétiques, les erasers, qui sont capables de retirer les marques épigénétiques. L'équilibre entre les writers et les erasers vous donne un temps t dans une cellule donnée la quantité d'une marque épigénétique donnée, soit méthylation de l'ADN, soit des modifications sur les histones. Et tout cela va influencer sur les readers, les protéines qui vont modifier la chromatine ou provoquer la transcription des gènes, les facteurs de transcription notamment. Donc, on a ici une explication qui va maintenant de la biologie cellulaire classique jusqu'au moléculaire et qui permet maintenant de comprendre ce qu'il y a derrière ce fameux concept d'épigénétique, en retenant néanmoins que ce qui est majeur dans le thème épigénétique, c'est l'idée que ça soit héritable en mitose, en mémoire cellulaire, ou en méiose, en termes de génération d'individus. S'il n'y avait pas cette notion d'héritabilité, ça ne serait pas de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comme la génétique, c'est une information héritable. Donc, les variations de marque de la chromatine qui ne sont pas héritables, au sens strict, ne font pas partie de l'épigénétique, mais de la simple dynamique du fonctionnement cellulaire. Alors, dans ces différents mécanismes moléculaires qui jouent sur la chromatine, la méthylation de l'ADN est certainement le plus étudié à nos jours. Alors, pour une première raison qui est que c'est une marque chimiquement très simple, hein, c'est l'ajout d'un groupement méthyle uniquement sur les cytosines. Alors, chez les plantes, dans différents contextes, hein, CG, CAG, CHH, mais on est sur quelque chose de très simple. Alors que tout ce qui est modification histone, il y a un très grand nombre de marques extrêmement complexes. Et en plus, on a des moyens génomiques d'étudier la méthylation de l'ADN à l'échelle complète du génome. J'en reparlerai pendant la présentation, alors que l'analyse des marques histones reste plus complexe, hein, faisant appel à d'autres méthodologies. Voilà. Il s'avère aussi que cette marque qui est très simple et assez stable dans le temps est très fréquemment transmise par mitose, voire méiose, notamment chez les plantes. Et c'est ce qui a valu donc la capacité d'analyse génomique plus son héritabilité, beaucoup de plus de travaux pour l'instant sur la méthylation de l'ADN. Alors, cette méthylation de l'ADN, elle se fait de novo à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la vie de la cellule, où elle est maintenue au moment de la réplication cellulaire qui, vous le savez, est semi-conservative. Donc, le brin néosynthétisé va être reméthylé au bon endroit si c'est possible. Mais il s'avère qu'en fonction du contexte de méthylation, ce ne sont pas les mêmes enzymes, la même machinerie, et tout ça, d'un point de vue moléculaire, est très complexe. Il y a beaucoup de diversification entre la machinerie de novo, la machinerie de maintenance, la machinerie pour les CG, les CAG, les CHH, qui eux-mêmes ne sont pas distribués de la même manière en fonction que ça soit une séquence génique, une séquence d'éléments transposables, etc. Et en fonction des règnes du vivant, etc. Donc voilà, derrière cette marque toute simple se cache une montagne de complexité. Voilà, alors
quel lien simple on peut faire entre méthylation de l'ADN et expression des gènes? Alors, les gens sont souvent portés à dire, plus on méthyle, moins le gène s'exprime. C'est le phénomène de silencing, très fréquent, et simple à analyser chez pas mal d'animaux, avec notamment des méthylations dans les promoteurs très clairement corrélées à du silencing. Beaucoup plus compliqué chez les plantes, malheureusement. Alors ces premiers travaux, en 2008 ici montrent que, il y a beaucoup de gènes qui sont méthylés chez Arabidopsis, quasiment 30 des gènes. C'est plus du double chez le peuplier, par exemple, hein, donc on peut être bien au-delà. Par contre, la relation entre méthylation et expression, eh ben, elle est toujours extrêmement complexe et on ne peut absolument pas la réduire à une simple relation de silencing. Alors néanmoins, la méthylation de promoteurs est fréquemment associée également chez les plantes à des processus de silencing, mais ça n'est pas une règle absolue. Il existe également énormément de méthylation dans les introns, dont le rôle biologique n'est pas toujours très très clair, notamment quand il y a des transposons. Ça pourrait venir pour diverses raisons, notamment pour empêcher les mouvements de ces transposons. Et puis il y a la méthylation gene body, donc qui court tout le long de gènes dans les exons et les introns, pour lequel on imagine notamment l'inhibition de promoteurs internes pour la transcription, pour éviter de faire des ARN aberrants, mais également la possibilité de participer à l'épissage des introns. Il y aurait des différences exons-introns qui participeraient à ça. Ce qui fait qu'au final, on ne peut pas réduire méthylation de l'ADN à une simple relation avec un quantitatif de la transcription. C'est beaucoup plus compliqué en termes d'expression de gènes, notamment les gènes qui sont le plus méthylés dans les génomes sont souvent des gènes de maintenance et notamment en gene body. Donc il n'y a pas de relation forcément évidente. Il y a surtout beaucoup de processus qui ont l'air d'être affectés au niveau des gènes par la méthylation, pas que l'expression, mais aussi des aspects d'épissage notamment. La relation avec les éléments transposables, elle a été montrée il y a pas mal d'années, notamment avec cette expérience assez jolie de Southern Blot, où sur des Arabidopsis sauvages versus des Arabidopsis mutantes hypométhylées, on s'aperçoit avec une sonde d'éléments transposables qu'il y a une dérégulation totale de la transposition dans les génomes hypométhylés. Donc non seulement il y a plusieurs copies à plusieurs endroits. Donc voilà, donc les copies se dérégulent à un locus et en plus vont envahir plein d'autres loci. Donc on a évidemment de la variation somaclonale, hein, on a des mutations qui sont créées par la transposition de ces éléments. Et certaines familles d'éléments transposables sont contrôlées par la méthylation de l'ADN. D'autres sont contrôlés par une synergie méthylation de l'ADN, modification des histones. D'autres sont contrôlés que par des modifications des histones. Et puis d'autres, ben, on ne sait pas forcément. Et parfois, peut-être même, ils sont tellement abîmés qu'ils ne sont plus capables de transposer. Donc voilà, la situation est également des plus complexes sur les éléments transposables. Mais on peut retenir l'idée que les éléments transposables hypométhylés, il y a un panneau danger qui s'allume. Normalement, ils risquent de bouger. Alors, si on synthétise, depuis les années 2000, on a pu montrer dans beaucoup d'articles le rôle de l'épigénétique dans tout ce qui est développement et tout ce qui est réponse à l'environnement des plantes, notamment chez Arabidopsis, et avec des études sur la transmission mitotique ou méiotique. Donc, on peut retenir que chez la plante modèle, euh, l'épigénétique est vue comme une source de flexibilité majeure en lien avec l'environnement et en interaction avec la génétique. Voilà. Alors, il y a plusieurs articles que vous pourrez aller revoir, aussi bien sur la capacité d'utiliser l'épigénétique comme des marqueurs carrément de traits complexes, donc prédictifs de traits complexes, comme des marqueurs génétiques, d'utiliser le polymorphisme épigénétique pour des questions d'adaptation locale au niveau des populations naturelles d'Arabidopsis ou des questions au niveau de l'adaptation des populations d'une manière plus complexe. Alors, où est-ce qu'on peut placer l'épigénétique de nos jours? Ça reste toujours conceptuellement compliqué. Deux modèles que j'aime bien. Le premier, c'est Yona et Al, qui choisit d'imaginer l'épigénétique comme un continuum de processus entre la physiologie et la génétique, et ceci au cours de l'établissement de mécanismes d'adaptation qui, évidemment, demandent beaucoup de temps et de générations. Alors, ils imaginent que dans un premier temps, les organismes répondent plutôt par des variations physiologiques qui sont pseudo-stabilisées grâce à des marques épigénétiques qui sont à la fois faciles à ajouter et faciles à enlever. Donc, elles permettent de pseudo-stabiliser des réponses physiologiques. Et en même temps, quand elles se sont stabilisées, elles sont un bon élément pour acter
la possibilité qu'il y ait des mutations sur ces sites-là qui vont permettre de stabiliser la modification au niveau génétique et donc de l'entrer comme un trait constitutif. Voilà. Donc, ça pose évidemment beaucoup de questions en termes d'assimilation génétique, par exemple. Alors, d'autres auteurs voilà, mettent voilà, l'environnement comme induisant des épigènes, les épigènes participant au phénotype, les épigènes étant capables de provoquer des variations sur les gènes, les deux participant au phénotype, et ce phénotype capable également d'être plus ou moins flexible à cette potentiel de mutagénicité. Voilà, donc ça devient plutôt compliqué. L'idée est quand même que l'épigénétique, de nouveau, servirait d'élément intermédiaire, d'état intermédiaire avant une assimilation génétique par mutation. Voilà. Alors, l'idée derrière, mécanistique, c'est que notamment déméthyler un élément transposable, ça provoque la transposition, et que la transposition, ça peut tomber dans un gène, et ce gène est alors activé, suractivé ou désactivé complètement, ce qui va ancrer définitivement le phénotype. Voilà. Donc la mécanistique derrière, elle peut exister, et il y a un certain nombre d'arguments à discuter. Voilà, pour finir sur cette introduction, on peut se dire que l'épigénétique va jouer un rôle aussi bien au niveau des individus, dans la plasticité et l'hétérogénéité de ces individus. Elle peut jouer également un rôle au niveau des populations, qu'elles soient naturelles ou cultivées, dans tous les processus d'adaptation locale. Et puis, bien sûr, elle peut jouer un rôle à des échelles plus importantes chez les espèces, dans l'association. Et tout ça, bien sûr, toujours dans l'idée qu'il y a un échange complexe, c'est ce qui est le plus difficile à démêler, entre les variations épi et génétiques. Alors, dans ce contexte-là, voilà, on arrive un petit peu à la maison. Pourquoi on aurait besoin des arbres? Alors, si on reste sur un concept très, très général, ben, on a besoin des arbres parce qu'on a besoin de plus de modèles biologiques pour comprendre quel est l'impact de l'épigénétique sur les organismes vivants. On a besoin des arbres parce qu'ils représentent un mode de vie totalement différent de la plante modèle Arabidopsis, qui est une annuelle herbacée, parce que les arbres, déjà, sont des organismes pérennes. Et la modalité de pérennité chez un organisme ne s'accompagne pas du tout des mêmes modalités de vie que chez les espèces annuelles, qui ont un potentiel du coup de modification génétique par reproduction sexuée très fort, alors que nos organismes pérennes sur des dizaines, centaines, voire milliers d'années vont devoir affronter des changements environnementaux majeurs sans avoir de possibilité de variation génétique. On en reparlera un petit peu, bien sûr, il y a toujours de la variation somaclonale, notamment chez les arbres, mais quand même relativement faible et très souvent probablement neutre. Donc, on a besoin d'autre chose pour permettre l'acclimatation, la plasticité de l'arbre en tant qu'individu. Alors, ils ont des cycles de vie complexes, ils ont des méristèmes particuliers, avec le méristème secondaire et le bois. Ils ont aussi parfois des génomes très particuliers, notamment quand on est sur des gymnospermes, des génomes de très très grande taille, contenant énormément d'éléments transposables et de modifications épigénétiques un petit peu différentes. Et puis, bien sûr, parce qu'ils offrent une collection de diversité génétique naturelle et parce qu'ils intéressent l'homme aussi, pour plein de raisons, pour la forêt et les services écosystémiques rendus. On a beaucoup d'intérêt à essayer de mieux comprendre le fonctionnement de l'arbre, donc d'élucider un petit peu plus les mécanismes épigénétiques chez les arbres. Alors, les changements climatiques actuels, pour lesquels bon, vous devez certainement être très, très informés également, notamment par cette étude, cette méta-analyse d'André Ghéal dans PNAS en 2016, vont simplement me donner la possibilité de dire que ces dépérissements qui sont observés sur un peu toutes les espèces et tous les biomes ont été notamment fréquemment associés à des problèmes de température et de sécheresse, et que les alternatives pour les organismes sessiles et pérennes, comme les arbres, eh bien alors, outre la migration naturelle ou assistée des graines, c'est la plasticité des individus. Sinon, des individus qui vivaient des centaines d'années ne vivront plus des centaines d'années, parce qu'ils vont tôt ou tard rencontrer une collection d'événements de sécheresse qui ne leur permettra plus de survivre. Et puis ensuite, à plus long terme, bien sûr, c'est l'idée de l'adaptation des populations. Donc, les deux fameux mécanismes sur lesquels je me questionnais, l'échelle de l'individu, le rôle de l'épigénétique dans la plasticité, et puis l'échelle au niveau des populations, avec l'adaptation locale, sont tout à fait interrogeables sur ce matériel arbre, organisme sessile pérenne, soumis à des contraintes de changement climatique très importantes. Et pour lequel, bien sûr, on veut beaucoup mieux comprendre les sources de flexibilité.
Alors que nous, au laboratoire, en bonne partie, hein, on est essentiellement quand même sur un modèle peuplier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres projets, hein. On travaille, j'ai des projets sur embrayage somatique du pain maritime, voilà, donc il y a d'autres projets, mais le modèle central de l'équipe reste néanmoins le peuplier, qui, comme vous le savez, a une forte croissance juvénile, la possibilité de multiplication végétative, a un génome séquencé depuis 2006, est transformable par les outils de la génétique, et puis présente un certain nombre d'intérêts également en termes de cultivars pour l'homme. Alors, dans mon équipe, dans l'équipage, on s'intéresse aussi bien aux populations naturelles et notamment aux peupliers noirs sur des questions d'adaptation et de résilience au stress que aux plantations populicoles qui sont essentiellement représentées par des hybrides avec des questions d'amélioration. Et sur ces deux compartiments un petit peu différents, on s'intéresse à la diversité des réponses à la sécheresse. Alors en effet, il n'y a jamais une réponse à la sécheresse, tout comme aux contraintes abiotiques. Tout dépend de l'intensité de la sécheresse qui reflète à la fois la durée, l'intensité, la fréquence de ces sécheresses et qui font que globalement, quand on est sur de faibles intensités, c'est essentiellement la productivité des peupliers qui est affectée en termes de croissance, conductance stomatique, photosynthèse. Et c'est essentiellement ce qu'on étudiera chez des hybrides et des populations faites pour la plantation. Alors que sur des intensités beaucoup plus importantes, eh bien, c'est la survie des individus et des questions d'embolie qui vont être mises en jeu. Donc, quand on s'intéresse à la physiologie des organismes, il est évident que l'intensité de la sécheresse crée une réponse, une autre intensité, une autre réponse. Donc, si on veut comprendre les liens entre la physiologie et puis la réponse est notamment le rôle de l'épigénétique. Il faut clairement fixer le génotype, le matériel génétique, et il faut clairement fixer les conditions de l'environnement. Voilà. Donc c'est ce qui nous intéresse dans l'équipe, avec ce mix avec beaucoup d'écophysiologistes et cette partie épigénétique pour essayer d'évaluer le rôle de cette nouvelle composante. Alors, c'est quand même l'occasion de vous dire que c'est quelque chose, bien sûr, qui nous intéresse depuis un bon moment et on a eu l'occasion avec notamment ici Philippe et Christian et puis notre collègue également Gloria Pinto au Portugal et puis Zoé, puisqu'elle est là aujourd'hui, d'essayer un peu de faire une revue assez récente. Alors, nous, on avait déjà fait avant, mais on l'a remis à jour avec cette publication dans Forest fin 2020 pour s'intéresser un petit peu aux véritables avancées et aux promesses de l'épigénétique dans le domaine des arbres forestiers. Alors, vous pouvez voir qu'en effet, si l'épigénétique, tout domaine confondu, est un domaine éventuellement presque effrayant, hein, il y a quasiment maintenant plus de 20 000 publications. Si vous voulez vous y mettre demain, il faut commencer tôt. On en trouve très facilement largement plus de 600 sur les plantes. Hein, et pour l'instant, vous êtes tranquille, vous ne trouverez qu'une vingtaine, trentaine, quarantaine, véritablement bien spécifiques d'espèces forestières et parlant vraiment d'épigénétique, pas seulement citant le mot dans la discussion, mais éventuellement avec des études autour de l'épigénétique. Donc, il y a un mouvement qui s'accélère un petit peu chez les plantes depuis quelques années et qui démarre aussi sur ces aspects d'espèces forestières. Alors, dernier point, alors j'ai déjà presque répondu, j'espère, à deux de mes premières questions. On verra tout à la fin. Hein, c'était qu'est-ce que l'épigénétique et puis pourquoi s'y intéresser chez les arbres. Hein. Et puis la dernière, c'était un peu comment aborder la question et avec ce qu'on a fait nous. Donc là, ça sera un peu plus modulable en temps. Hein. Si j'ai prévu un peu trop de temps, je m'arrêterai et on pourra passer à des questions par la suite. Hein. Conceptuellement, ce qu'on a proposé, c'est ce qui est ici, c'est de se dire que finalement, les arbres perçoivent notamment au niveau des changements climatiques, hein, aussi bien les aspects température que disponibilité en eau. Donc, on a focalisé sur les deux composantes les plus importantes actuellement mises en relation avec le dépérissement forestier. La perception de ces contraintes environnementales reste quelque chose encore de très compliqué. Ce que l'on sait, c'est que globalement, cette perception amène très fréquemment à une signalisation au niveau de l'organisme qui notamment va modifier l'activité des méristèmes. Alors pourquoi les méristèmes? Bien parce que ce sont les centres de la morphogénèse, donc c'est là où se fabriquent tous les organes à venir pour l'arbre. Et comme les plantes ont un développement continu, il y a fabrication d'organes en permanence hein, pendant la saison de végétation. Donc les méristèmes vont directement être affectés pour modifier eh bien, la production du bois via le cambium, hein, la différenciation xylème-phloème, hein, la production des branches, des feuilles, etc.
On sait notamment chez le peuplier que la production des feuilles est totalement différente au cours d'une sécheresse. Les feuilles perdent énormément en surface et elles changent totalement leur densité de stomate, permettant d'avoir des organes qui vont beaucoup moins peser sur la tension des colonnes d'eau et beaucoup moins du coup sur le risque d'embolie. Et on sait que ce processus, après réarrosage, est totalement réversible, c'est-à-dire que bien sûr, la feuille qui a été formée petite avec pas beaucoup de stomates, elle est comme ça à vie, mais les prochaines feuilles formées au niveau du méristème vont retrouver leur taille d'origine et leur densité stomatique initiale. Donc, il y a beaucoup de traits plastiques qui sont développementaux, et ces traits développementaux sont forcément fabriqués au niveau des méristèmes. Donc, toute la réponse développementale, c'est pour ça qu'ici je mets bien plasticité développementale, passe forcément par une modulation de l'activité des méristèmes et bien sûr en interaction très certainement tout aussi importante entre la génétique que l'épigénétique. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quelle est la part de l'épigénétique dans la plasticité développementale. Donc, c'est vraiment à court terme, hein, au moment où il y a la sécheresse et juste après la sécheresse. Est-ce que cette variation épigénétique serait pseudo-stable? Puisqu'on entend, et on l'a pu le montrer chez les plantes herbacées, il existe une mémoire épigénétique et notamment des processus de priming permettant aux plantes, lors d'un deuxième challenge environnemental, de répondre bien mieux que la première fois, hein, c'est ce qu'on appelait l'acclimatation autrefois. Donc, ces processus d'acclimatation ou de priming, ils sont connus chez certaines espèces, notamment herbacées, pour faire intervenir l'épigénétique. Et puis, bien évidemment, sur des échelles à plus long terme, alors je ne vais pas jusqu'à la spéciation, mais à plus long terme, des idées autour de l'adaptation locale, se questionner quelle part de l'adaptation locale aux mécanismes épigénétiques. Donc voilà, donc on travaille sur ces questions-là depuis pas mal d'années. On a démarré en 2008 et on a fait la première publication en 2010 sur ce sujet. Alors là où on est peut-être un petit peu original, hein, en tout cas par rapport à d'autres plantes, c'est qu'on travaille aussi bien sur des populations naturelles que des hybrides, que des lignées RNAi. Donc on a un matériel génétique très diversifié, en sachant que quand on est sur population naturelle, on a la collection des 10 populations ancestrales naturelles de Populus nigra, donc à peu près 300 individus, donc il y a quand même un peu de monde. Les hybrides, bon là il y a une collection cultivée extrêmement importante, hein, donc on teste énormément d'hybrides, et il y a un consortium en France qui regroupe un peu tous ces hybrides, et notamment avec l'INRAE. Et puis, on a, avec des collègues américains et espagnols, développé plusieurs lignées modifiées génétiquement pour des writers ou des erasers de la méthylation, qui nous donnent du coup des lignées qui sont modifiées pour l'épigénétique. On travaille sur méristème, uniquement sur méristème, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, et aussi bien sur le méristème apical collinaire que sur le cambium. Et on travaille sur des dispositifs expérimentaux, aussi bien en serre, avec des dispositifs évidemment extrêmement contrôlés, hein, puisque là, on peut à peu près tout contrôler, notamment nos processus de sécheresse, hein, que des dispositifs en pépinière, qu'on est quand même toujours capable de semi-contrôler, même s'ils sont en environnement naturel, que sur des plantations naturelles complètement en extérieur, sur lesquelles on n'apporte plus rien du tout. Voilà, donc on a une échelle d'études relativement large. Alors, ce travail, dans un premier temps, il a démarré en serre, sur des hybrides et sur des conditions environnementales bien fixées de sécheresse, sur lequel on avait fait un phénotypage sur beaucoup de traits écophysiologiques. Je vous montre ici qu'un simple aspect croissance de la tige, montrant en noir qu'il y a bien une baisse significative de la croissance, qui est un marqueur typique chez le peuplier, c'est le ralentissement, voire l'arrêt de croissance dès qu'il y a une sécheresse. C'est une espèce très sensible aux variations de la disponibilité en eau. Et du coup, elle est intéressante pour nous puisque la moindre fluctuation d'eau dans le sol est perçue par le peuplier. Et bien sûr, on a mis le paquet pour essayer d'étudier le méristème apical collinaire. Alors, dans un premier Stéphane, temps, oui, excuse-moi, je t'interromps. Il y a une question dans le chat. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est une lignée RNAi? ah oui. Alors, une lignée RNAi, ça utilise donc ce qu'on appelle la technologie RNAi. Cette technologie des ARN interférents, elle permet, par une construction génétique ajoutée dans le génome de la plante, après régénération, de modifier l'expression d'un gène cible. Donc, on peut contrôler l'expression d'un gène cible. Ici, on contrôle par exemple l'expression d'un gène de méthylation de l'ADN. Et en abaissant le niveau d'expression, donc le niveau d'ARN messager de ce gène dans la cellule,
eh bien, la protéine devient déficiente, hein. Elle n'est plus capable de méthyler et d'assurer sa fonction correctement, ce qui crée du coup des lignées qui génétiquement sont quasi identiques de la non transformée, avec par contre un seul défaut, un gène qui a un problème d'expression, ce qui permet de faire de la génétique inverse, donc de donner la fonction biologique d'un gène. Donc on part du gène de méthylation et on remonte jusqu'à son phénotype, hein. On arrive à savoir quel est son phénotype quand il est muté, ce qui nous donne une idée sur son rôle quand il est non muté. Merci. Voilà, alors donc sur ce premier article en 2010, on est uniquement sur de la méthylation globale et sur l'idée de cette méthylation globale, dans un premier temps, qu'on peut mesurer par HPLC, on a pu montrer qu'il y avait une très forte variation génotypique, mais que globalement, il y avait en général un effet significatif de la sécheresse, hein. Et donc, globalement, si je simplifie avec ce premier article, on a montré qu'en sécheresse, hein, le peuplier remanie sa méthylation de l'ADN. C'était un premier point. Le deuxième point, c'était de se dire, est-ce que ce méristème, qui pendant la sécheresse a remanié sa méthylation de l'ADN, transmettrait aux organes en morphogénèse, donc aux primordia foliaires en cours de formation lors de la sécheresse, les modifications épigénétiques. Donc, il y aurait est-ce qu'une transmission mitotique de ce changement? Alors pour ça, on a étudié tous les rangs foliaires entre 0, la première feuille de plus de 20 mm au niveau de l'apex, et la feuille de rang 9, qui est la feuille totalement développée, mature, formée bien sûr bien avant la sécheresse, hein, qui dure à peu près 2 semaines. Et on a montré que finalement, ce sont en effet que les deux tout petits primordiums foliaires d'environ 20-25 mm au niveau de l'apex qui ont une méthylation de l'ADN qui est affectée entre les témoins et les sécheresses. Donc, on propose que soit les primordia foliaires, tout comme le méristème, sont sensibles à la sécheresse et remanient leur profil de méthylation, soit ces primordia foliaires ont émergé à partir de massifs de cellules du méristème qui avaient déjà modifié leur méthylation de l'ADN. Alors, très difficile au sein d'un bourgeon qui contient plusieurs feuilles enfin, plusieurs très petites feuilles, d'aller trouver, parce qu'au moins il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas visibles à l'œil nu, il faut totalement disséquer l'apex pour les voir, et la feuille avant rang 0 fait parfois à peine 1 ou 2 mm. Donc, très difficile de remonter pour le temps plus dans l'histoire. Donc, on garde les deux hypothèses possibles. Soit c'est une transmission mitotique, il y a des poules de cellules méristématiques qui forment les primordia foliaires au niveau de l'anneau initial, soit ce sont directement les primordia foliaires de très petite taille formés au cours de la sécheresse qui sont sensibles, tout comme les cellules méristématiques, à cet impact de la sécheresse. Alors ensuite, on a simplement voulu savoir si tout ça serait stable plus longtemps et si ce qu'on avait observé en serre était observable en pépinière et en plantation. Alors, la réponse à tout est oui, comme ça on va faire simple là-dessus. On avait donc 8 génotypes placés en pépinière en conditions hydriques favorables ou défavorables, et on avait 32 génotypes placés sur 3 zones pédoclimatiques en France qui ont des disponibilités en eau très différentes. On a une sorte de gradient. Et on a regardé les variations de méthylation de l'ADN à chaque fois entre la condition favorable et défavorable pour chaque génotype en méthylation globale au niveau du méristème 6 mois après la période de végétation, c'est-à-dire 6 mois après l'été, donc en plein hiver, dans le méristème apical dormant qui est globalement plus ou moins inactif. Et on a montré que c'était le cas. Il y a toujours une différence de méthylation entre ceux qui ont subi une sécheresse et ceux qui n'ont pas subi une sécheresse, quel que soit le génotype et quelle que soit l'échelle d'étude, serre, pépinière ou plantation. Et plus amusant que ça, on a pu montrer qu'il y avait une corrélation ici sur les travaux en pépinière et ici en plantation, donc ici sur les 8 et les 32 génotypes, hein, une corrélation entre la méthylation, le niveau de méthylation globale dans le méristème apical hivernal et la capacité de productivité pendant la végétation. Donc, on a une relation ici, plus ou moins difficile à expliquer, et cette relation, elle devient négative et toujours significative quand on est sur les mêmes lots de génotypes, mais placés en sécheresse. Bien sûr, la même année, juste à côté, ce sont des boutures qui sont juste à côté.
Donc voilà, on arrive à un constat, pour l'instant non explicatif. Il y a une corrélation très forte entre méthylation de l'ADN dans le bourgeon et la productivité de biomasse de la saison de végétation précédente. Mais surtout, tous les bourgeons qui ont subi une sécheresse n'ont pas le même niveau de méthylation que le même clone au même endroit qui n'a pas subi la sécheresse. Donc on a un remaniement de la méthylation globale qui est assez général, quelle que soit l'échelle d'études, toujours en lien avec la sécheresse et les fonds génétiques. Alors, quand on a eu terminé cette première phase de méthylation globale, on est bien sûr passé à des études beaucoup plus poussées au niveau génomique. Et notamment, dans un premier temps, on a voulu savoir quelles étaient les séquences qui étaient affectées par la méthylation de l'ADN dans le génome du peuplier. Donc ça, c'est un premier article qui a maintenant pas mal d'années à New Phytol, où on a isolé la fraction de la chromatine non compactée, donc ce qu'on appelle l'euchromatine, mais méthylée. Et on a ressorti 2% du génome. Et ces 2% du génome contenaient 74% des modèles de gènes du peuplier. Donc, en gros, dans la fraction non compacte et méthylée, il y a quasiment les 3/4 des gènes du peuplier. Et on a analysé toutes les relations entre leur profil de méthylation, promoteur, exon, intron, gene body, et leur capacité d'expression, etc. Donc, voilà. Cet article a permis de faire une sorte de première investigation du rôle de la méthylation dans les cellules méristématiques ici chez le peuplier. Alors, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit maintenant, il faut qu'on rentre dans l'échelle épigénomique, mais sur nos questions de sécheresse. Parce qu'ici, il n'est pas question de sécheresse, ça n'était qu'une cartographie de la méthylation des gènes et leur relation avec l'expression. Donc, on est parti sur un dispositif génétiquement très simple, un seul génotype avec des clones pour s'affranchir totalement de la variation génétique, que l'on a placé en serre, en conditions contrôlées, dans 3 conditions: bien arrosé en continu, avec une sécheresse et un continu, et puis une sécheresse suivie d'un réarrosage. On a récupéré les bourgeons apicots, on a disséqué et récupéré la partie méristématique, qui a été utilisée aussi bien pour faire les analyses de méthylation par une technique qu'on appelle donc de MEDIPchip, que des techniques à l'époque d'expression qui étaient encore sur microarray, donc pour trouver les gènes différentiellement exprimés. De cette étude, je veux dire un seul message. Quand on a regardé dans nos 3 conditions environnementales, bien arrosé, sécheresse et sécheresse-réarrosage, les gènes qui changeaient systématiquement de profil de méthylation dans les 3 conditions et qui changeaient systématiquement de profil d'expression dans les 3 conditions, donc les vrais gènes de plasticité, ceux qui, à chaque fois que l'eau change, changent de niveau d'expression et de méthylation, on a cherché dans ceux-là ceux qui étaient à la fois des DEGs plastiques et des DMR plastiques, donc des gènes qui avaient à la fois un changement d'expression et un changement de méthylation qui étaient plastiques en fonction du niveau de disponibilité d'eau. Et ce qu'on a ressorti, principalement, ce sont des gènes codant en relation avec les hormones. Donc, on a montré qu'il y avait une relation très, très forte au niveau méristématique entre les fluctuations de méthylation de l'ADN et le fait de cibler des gènes en lien avec le contrôle hormonal. Ce qui nous a permis de proposer un premier modèle en 2018 là-dessus, qui montrait que globalement, notamment les voies du jasmonate et de l'éthylène étaient très affectées. En well-watered, les gènes étaient peu exprimés et peu méthylés, et donc on avait croissance. Quand on passait en sécheresse, ces gènes étaient hyper activés et hyper méthylés et provoquaient la fabrication d'un signal sécheresse-stress très fort, qui provoquait notamment l'arrêt de croissance, puisque c'est un typique chez le peuplier, la croissance s'arrête et globalement l'énergie est réallouée à la réponse pour survivre à la sécheresse. Donc il y a une réallocation des ressources et de l'énergie, autre que la croissance de la tige. Et quand on réarrosait, on s'est aperçu que ces mêmes gènes avaient totalement perdu leur méthylation, mais plus que même initialement, vous avez encore quelques traces, et qu'ils étaient totalement silencés. Et ce silencing total permettait une suppression très rapide du signal sécheresse, stress, et la disparition de ce signal sécheresse était très certainement le préalable à la reprise de croissance observée à la fin du réarrosage. Donc voilà, donc on a du coup fait une première proposition d'un lien entre à quoi peut servir en plasticité la méthylation de l'ADN, notamment par le contrôle de gènes des voies hormonales
qui, eux, sont bien connus ensuite pour agir sur la réponse de stress. Alors ensuite, l'idée a été d'étendre ça à voir si tout ceci était plus ou moins stable longtemps, comme je le disais tout à l'heure. On a essayé sur des collections de génotypes, avec des génotypes qui étaient installés soit en conditions favorables, soit en conditions défavorables, d'aller 6 mois plus tard, soit en nurserie, soit en pépinière, de nouveau, récupérer les bourgeons hivernaux dormants, mais cette fois-ci, pas faire de la méthylation globale, mais vraiment faire l'évaluation génomique des variations de méthylation de l'ADN pour chaque génotype entre sa condition favorable pendant l'été précédent ou défavorable, alors qu'on est 6 mois après la possibilité de la sécheresse. Et on s'est aperçu que l'on avait encore presque un petit millier, quel que soit le génotype étudié et la condition, que ce soit en nurserie ou en plantation, il nous restait quasiment presque entre 800 et 1000 DMR, donc régions différentiellement méthylées, pour un même clone, simplement dans 2 états hydriques, 6 mois avant qu'on prélève le méristème apical collinaire. Donc, comme la méthylation globale nous l'avait montré, il y a bien une marque méthylation qui est imprimée chez ceux qui ont subi une sécheresse. Elle est bien sûr stable ici. On l'avait trouvée en méthylation globale, donc c'était normal de la retrouver ici en faisant le méthylome complet. Sauf que ce qu'on a pu, dans ce cas-là, faire, c'est essayer de regarder dans les 3 dispositifs, donc serre, pépinière et plantation, à chaque fois en comparant un même génotype en pépinière qui est en favorable, en conditions défavorables, donc arrosé ou non arrosé, ou un autre en nurserie, ou un autre en plantation, et regarder qu'est-ce qui était commun entre ces 3 dispositifs. Et on a trouvé 161 gènes qui sont systématiquement différentiellement méthylés, quelle que soit l'échelle d'étude au niveau du méristème apical collinaire. Et on a montré que ces gènes sont très enrichis, notamment en gènes de réponse au stress, et notamment on va retrouver aussi plusieurs fois des gènes de réponse aux hormones. Alors ça nous a amené à construire un concept un peu plus large qui nous a beaucoup guidé pour la suite des travaux. C'est de proposer, donc dans cet article en 2019, dans Frontiers in Plant Science, l'idée que les méristèmes sont les lieux privilégiés de l'action des hormones, puisque certaines hormones sont fabriquées dans le méristème et c'est surtout les hormones qui contrôlent le développement, notamment la balance auxine-cytokinine pour le méristème apical collinaire. C'est également là où va se jouer également tous les signaux de stress pour contrôler l'activité méristématique. On s'est aperçu que les balances hormonales contrôlaient certains chromatine modifiers, nos fameux writers ou erasers, et on a vu en retour que certaines marques épigénétiques ciblaient des gènes de biosynthèse ou de la signalisation par les hormones. Et que du coup, ces processus pouvaient aussi bien agir indépendamment que conjointement sur des cibles aussi bien géniques qu'éléments transposables et affecter pour les méristèmes des gènes d'identité cellulaire, ce qui va totalement changer le développement de la plante, pouvaient également permettre de stabiliser l'expression de gènes induits par des hormones, parce qu'on sait que, par exemple, l'acide abscisique est fabriqué quelques heures, mais alors que la réponse développementale à la sécheresse va durer pendant plusieurs jours. Donc, il faut un lien entre une activation one-shot de quelques heures et puis des gènes qui vont modifier stablement leur expression pendant des semaines. On a montré que l'épigénétique pouvait intervenir là. Et puis surtout que les hormones agissent en balance et que la chromatine offrait une espèce de capacité de hub d'intégration, comme un hub informatique, de pouvoir connecter tous les messages hormonaux et de choisir le programme de différenciation à lancer pour la réponse biologique. Et donc voilà, tout ceci permet à la plante de faire un choix entre robustesse et plasticité. On sait que dans l'essentiel des cas, tout est effacé et cette réponse a été transitoire au moment de la plasticité. Et ça permettra à la plante d'être de nouveau sensible à l'environnement et de répondre de la même manière. Et dans certains cas, il est maintenant montré, notamment chez les espèces herbacées, et nous on a pu le montrer, comme je vous l'ai montré chez le peuplier, que certaines marques sont mémorisées au moins pendant 6 mois. Et toute la question, c'est de savoir si elles pourraient jouer un rôle en termes de priming lors d'un nouveau challenge environnemental par un nouveau cycle de sécheresse, ce qui évidemment serait très important pour des espèces pérennes comme les arbres, dans le cas des changements climatiques avec des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, si les arbres pouvaient
on pouvait expliquer leur mécanisme d'acclimatation ou d'endurcissement par l'idée que l'épigénétique mémorise cette information-là sur des gènes clés de la réponse, évidemment, ça serait très intéressant. Voilà. Alors là, je suis déjà arrivé très certainement quasiment à mon temps. Donc, j'avais prévu un premier stop à cet endroit-là. La suite, en fait, consiste essentiellement, pour ceux avec qui il y aura éventuellement à discuter, des preuves plus récentes qu'on n'a pas encore publiées, mais qui ont été envoyées maintenant il y a 2 semaines pour soumission, avec l'utilisation des lignées RNAi, donc nos fameuses lignées modifiées pour la méthylation de l'ADN. On leur a fait faire exactement tout ce que je vous ai raconté et on a voulu voir comment une lignée naturellement hypométhylée répondait à des cycles de sécheresse. Et évidemment, ce qui est joli, c'est que elle répond de manière assez intéressante, révélant l'intérêt de la méthylation de l'ADN dans la réponse chez le sauvage. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel de ce que je pouvais raconter là. Donc ça, je vais éventuellement zapper, je reviendrai pour ceux que ça intéresse. Je vous ai déjà discuté du projet ANR Épitry. Donc, je vais juste ici, j'ai des collections de diapos pour discuter s'il y a besoin. Donc voilà, je m'étais fixé comme objectif en 3/4 d'heure de vous présenter rapidement ce qu'est l'épigénétique. Donc, je vous ai montré au-delà de l'origine du terme, les mécanismes un peu qui se cachent derrière ça. J'ai essayé de vous montrer quels sont les enjeux qu'on peut voir derrière l'étude de l'épigénétique, notamment chez les arbres forestiers dans le cadre des changements climatiques, avec la plasticité individuelle et l'adaptation des populations, l'adaptation locale des populations. Et puis, je vous ai montré par quelques résultats expérimentaux comment on est parti de méthylation globale, comment on est passé à une phase de génomique pour identifier des cibles et comment on est tombé sur l'idée d'interaction très forte entre l'épigénétique et les hormones. Et nos travaux récents, en utilisant l'invalidation, les RNAi, confirment que les voies hormonales sont en effet bien contrôlées par des aspects de méthylation de l'ADN chez le peuplier. Et le projet ANR va maintenant essayer de pousser ces questions-là, notamment maintenant sur des questions d'adaptation locale, voilà, sur une autre échelle de temps. Voilà. Donc, bien sûr, je remercie les différents partenaires et membres de l'équipe, avec plusieurs doctorants qui sont maintenant tous presque post-doctorants. Donc, Clément Lafont-Placette, qui même lui, en fait, est chercheur maintenant, Anne-Laure Legac, qui est en postdoc, Julien Vigneault, qui cherche d'autres opportunités, Mamadou Diasso, qui lui est en postdoc aussi, et Julien Vigneault, qui est actuellement en thèse avec moi dans le cadre du projet ANR Épitry. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et voilà, je voulais juste vous dire, même si un montage photo, c'est facile à faire. Voilà, Orléans, c'est une petite ville très sympa. Et s'il y en a qui veulent ou qui ont l'occasion de venir en France, à moins d'1 heure de Paris, je vous invite un petit peu à venir chez nous. Évidemment, pas en temps de pandémie, c'est pas très sympa non plus. Mais si tout va bien, bientôt, revenir nous voir et discuter science et plus. Voilà. Merci, merci Stéphane pour cette très, très belle présentation, très enrichissante. Je vois déjà qu'on a une question de la part de Sylvain Delagrange. Oui, bonjour. Désolé, je ne mettrai pas ma vidéo à la maison, la connexion n'est pas très bonne. Pas de problème. C'est aussi pour cacher le fait que je ne me suis pas tout à fait coiffé ce matin. Ah, c'est pas grave, je suis pas ravi. Merci, oui, effectivement, je pense que tu as donné une définition de l'épigénétique qui peut rassembler le monde et tu avais une démonstration très, très claire de ce que ça peut être. C'est beaucoup plus englobant que ce que j'ai connu, moi, quand j'ai été à Orléans, d'ailleurs, 2 ans là, avec Franck Brignelas et son équipe. Et c'est ça, je trouve que le progrès qui a été fait là-dessus et la clarté de tout ce que tu as montré, je pense, peut amener des belles idées, des belles collaborations de recherche. Ma question en tant que telle, c'est est-ce que tu penses, là, une des dernières diapos que tu as montrées, c'était le côté plasticité. Et là, je rejoins complètement le fait que ça arrive. Et ma théorie était plus que ça se défaisait tout de suite après. Et tu mentionnes qu'il y a peut-être une mémoire qui se crée. Je voulais te demander, sur les arbres, cette première version est très, très efficace. On voit qu'ils répondent très bien, ils méthylent très bien, ils font une plasticité phénoménale. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour répondre
aux modifications climatiques. Et donc, est-ce que par défaut, ça ne provoquerait pas beaucoup de la partie mémoire de la méthylation? Alors, pour répondre à ta question, en fait, il faudrait faire un suivi, et c'est ce qui est en cours aussi dans notre projet ANR, un suivi de cycles de sécheresse répétés pour montrer qu'est-ce qui est encore modifié en méthylation de l'ADN quand il y a eu reprise de la croissance. Puisque, comme je l'ai dit, chez nous, on s'est arrêté à l'évaluation dans le bourgeon hivernal dormant. Donc, on est bien 6 mois après la contrainte environnementale, mais on est dans un état figé. Le méristème n'a pas repris d'activité. Il est probable qu'au moment de sa reprise d'activité, il y ait beaucoup de choses qui se perdent à partir du printemps, quand il va se retrouver non plus en conditions défavorables et qui va se retrouver en pleine croissance avec un méristème extrêmement actif en termes de division cellulaire. Ça, on ne le sait pas. Et s'il devait resubir au cours de l'été une deuxième sécheresse, est-ce qu'il referait les mêmes modifications, ou est-ce que les modifications acquises l'année précédente lui permettraient de mieux répondre? Eh bien, c'est l'objectif donc d'un pan de cette ANR épicerie que je coordonne, où en fait, on a fait la première année un cycle de sécheresse réarrosage comme je vous ai montré, et puis les boutures ont été conservées tout l'hiver. Et l'année suivante, on a recréé à la même période de l'année un deuxième cycle de sécheresse absolument identique. Sur ceux qui avaient alors subi un contrôle la première année, ils ont subi un contrôle la deuxième année ou une sécheresse. Et ceux qui ont été en sécheresse la première année, ils ont subi une deuxième année un contrôle ou une sécheresse. Donc, bref, on peut voir les deux cas les plus extrêmes, ceux qui ont subi 2 années de contrôle, celui qui a subi qu'une année de sécheresse, etc., ou celui qui subit 2 années de sécheresse. Et c'est par ce dispositif-là, par un suivi au niveau méthylation de l'ADN un petit peu plus fin, qu'on voudrait voir si justement ces fameuses zones qui changent particulièrement au moment de la sécheresse, eh bien, sont remaniées lors d'un deuxième printemps, d'une deuxième année, sont ressollicitées. Est-ce que ça change la transcription des gènes? Pour l'instant, on ne le sait pas. Par contre, Parce que je veux juste mentionner, c'était Nicolas Marron à l'INRA de Nancy qui travaillait sur ces cycles-là. tout à fait. Je l'avais d'ailleurs aidé dans son dispositif, puis je me souviens qu'il ne voyait pas vraiment de réponse d'accumulation. Alors, lui, ce qu'il voyait, si en fait, en termes de morphologie foliaire, ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait une sorte un peu d'épuisement sur la plasticité Exact. foliaire. C'est-à-dire que le premier cycle avait provoqué immédiatement énormément de plasticité foliaire et qu'au bout d'un moment, ça s'épuisait un petit peu. Mais attention, lui, il était parti sur un dispositif où il faisait 3 cycles d'affilée de Dans la sécheresse. même année, oui. Voilà. Donc, il y avait une sorte d'épuisement des ressources carbonées très certainement sur ces plans-là, sur des manips en serre qui n'étaient pas forcément très optimisées en termes de croissance à l'époque. Et Nicolas était resté sur l'idée qu'il y a de la plasticité plus forte et qui ensuite, comme une balle qui rebond et qui rebondit de moins en moins. Exact. Parce que finalement, l'énergie de départ, donc très certainement les réserves, ça menuise. Nous, on se pose une question d'une année sur l'autre. Donc là, on peut imaginer que l'arbre à l'automne, un réarrosage a repris tout ça et qu'au printemps suivant, il n'est pas du tout en condition de stress. C'est uniquement au niveau de l'été qu'il va de nouveau subir ça. Et c'est là où on se pose ces questions de mémoire. OK. Mais Voilà. donc, Oui. est-ce que en tout cas, je reste convaincu que la plasticité est tellement forte et efficace que c'est quand même un des outils principaux que l'arbre utilise, et encore plus peut-être dans les cas où c'est des espèces à croissance moins rapide et moins réactive. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau de la gestion des réserves, par exemple, et que ce fine-tuning des gènes et de la régulation hormonale est super bien expliqué, et je trouve que tu as fait un très, très beau travail. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir si le priming existe et est-ce qu'il est en proportion relative important. Voilà. Alors bon, on aura encore beaucoup de chemin à faire pour faire cette comparaison-là. Nous, on est plus pour l'instant sur le proof of concept de est-ce qu'il existe d'une année sur l'autre, puisqu'en effet, on pourrait faire des cycles successifs où là, nous, on a choisi dans le projet ANR une année sur l'autre. Mais par contre, les processus de priming abiotique chez les plantes sont maintenant bien décrits, souvent Ouais. en lien avec l'épigénétique. Et le priming, des exemples de priming biotique sont maintenant accessibles sur modèle arbre, ils sont maintenant publiés.
Il y a quelques articles, et d'ailleurs, si le priming vous intéresse, il y a un consortium qui s'appelle le consortium TriPriming, qui est totalement gratuit. Hein, c'est une association de laboratoires qui a déjà fait quelques séminaires et qui un site internet, hein, vous pouvez trouver, au pire vous m'écrivez, et ce Tri-Consortium Priming regroupe déjà un petit peu beaucoup d'équipes, notamment européennes, qui travaillent sur ces questions de priming et réfèrent les articles qui montrent les premiers cas de priming sur les arbres et notamment biotiques. Parfait, merci. Et on a une question de Christian. Oui, merci, merci beaucoup Stéphane pour cette très, très belle présentation. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Bien que je dois avouer que même malgré avoir contribué à un article, avoir lu sur l'épigénétique, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre toutes les subtilités, et peut-être que c'est normal parce que je suis seulement qu'un pauvre écologiste. Mais ma question est, j'ai fait partie d'un panel européen, là, IRC Advanced Grant, que tu dois connaître, Stéphane, là, et on évaluait beaucoup de propositions de recherche. Il y en avait peu en foresterie, il n'y en avait pas qui touchaient l'épigénétique, mais en agriculture, il y avait plusieurs projets sur l'épigénétique, hein, au niveau pommes de terre, maïs, blé. Et il y avait aussi plusieurs projets où là, on visait la manipulation génétique avec évidemment l'utilisation de CRISPR qui devient très à la mode. Et ma question est assez globale. Je me disais, moi, je regardais ça comme écologiste et je me disais, j'aime beaucoup mieux des projets qui veulent baser peut-être des modifications chez les plantes qui vont utiliser l'épigénétique que CRISPR. Mais je me suis aussi posé la question, dans quel cas on devrait aller plus vers l'épigénétique pour, par exemple, adapter nos arbres ou nos pommes de terre à des périodes de sécheresse plus abondantes ou plutôt aller vers des manipulations génétiques. J'aimerais t'entendre là-dessus. Y a-t-il un genre de clé qui nous dit pour tel scénario ou tel phénomène, on est mieux d'aller dans la modification génétique, dans d'autres cas, c'est plus l'épigénétique? Alors là, je pense que ma réponse, elle est vraiment que c'est impossible de distinguer ça, parce que globalement, c'est vraiment génétique, épigénétique, c'est un cercle, hein, ça se mord la queue, c'est évident. À partir du moment où tu as des gènes codant les chromatin modifiers, c'est la génétique qui, quelque part, contrôle une bonne partie des empreintes épigénétiques laissées sur la chromatine. Alors après, il ne faut pas être non plus généticien bloqué. Une fois que ça c'est fait, c'est bien la dynamique de la chromatine, indépendamment de l'activité d'expression des gènes, qui contrôle d'autres gènes et d'autres processus. On a pu montrer qu'on peut totalement découpler le profil d'expression des chromatin modifiers avec beaucoup de processus épigénétiques, puisque une fois que c'est établi, le mécanisme se lance par lui-même et il n'a plus besoin de la protéine. Donc, il y a bien des processus épigénétiques qui ne sont pas forcément directement en live, hein, toujours contrôlés par de la génétique, mais il y a toujours forcément de la génétique derrière. Et quelque part, ces marques épigénétiques, elles ne font que contrôler l'expression de gènes cibles, et donc on revient forcément à l'expression d'une génétique. Et en plus, ils peuvent contrôler l'expression d'éléments transposables. Et là, on rentre dans les variations somaclonales. Et si vous avez lu les quelques papiers sur les variations somaclonales sur le peuplier et le chêne, vous savez qu'on a un taux de variation somaclonale d'en gros 10-10. Par contre, on a un taux d'épimutation de 10-5, en gros, rien que chez le peuplier. Même si pour l'instant, la plupart de ces mutations et épimutations semblent être plutôt neutres et ne pas forcément jouer. Mais il y a quelques cas où les épimutations sont bien localisées dans les gènes et pour quelques cas corrélées à des variations de modification d'expression. Donc ça montre qu'en probabilité, on trouvera bien quelques gènes contrôlés par épigénétique et par épimutation somaclonale. Mais la fréquence de tout ça, la signification biologique, environnementale, écologique, alors là, je pense qu'on est loin de pouvoir la retracer sur ces premières évaluations. Toujours est-il que je pense qu'il faut déjà avoir bien trouvé les sources de tolérance à la contrainte que l'on cherche. Et ensuite, il faut tenter de voir dans notre processus si la manipulation du lot cyclé ou de son environnement épigénétique est l'un ou l'autre plus efficace pour le contrôler durablement ou au contraire, transitoirement,
vis-à-vis de l'application. Et je pense qu'à ce stade-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut imaginer que tout pourrait être intéressant. L'avantage des marques épigénétiques, c'est qu'une partie d'entre elles ne passe pas la reproduction sexuée, une partie. Et du coup, on peut imaginer des modifications qui ne sont pas transmissibles à la descendance et qui, du coup, ne fuiteraient pas dans l'environnement. Donc, le côté, entre guillemets, instable méiotique, mais par contre stable mitotiquement, pourrait parfaitement s'avérer avoir des Ça applications peut être un avantage. Ouais. biotech. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans d'autres cas, par contre, la non-stabilité, ça sera tout de suite, ça rendra impossible la construction d'une lignée intéressante. Donc, je pense que pour l'instant, on est un peu à la croisée des chemins. L'édition des génomes et des épigénomes est possible. Reste qu'elle n'est pas quand même encore courante sur les espèces cultivées, quelques-unes peut-être, mais pas beaucoup. Par contre, elle est techniquement maintenant au point sur les espèces les plus modèles. Les cibles, par contre, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour desquelles seront réellement efficaces ou pas efficaces, et notamment pour des épimutations. Là, moi, j'ai également, comme toi, reviewé plusieurs projets là-dessus. La plupart du temps, les projets, justement, sont fondés sur l'idée de tenter des cibles très diversifiées pour essayer d'établir qu'est-ce qui pourra marcher. Et moi, je n'ai pas de recul pour dire là-dessus ce qui marchera clairement. Nous, on est clairement en recherche fondamentale, on essaye vraiment de donner du lien entre la réponse physiologique, la réponse épigénétique et comprendre les relations avec la diversité génétique. On est sur ce dialogue à 3 personnes, environnement, épigénétique, génétique. Dans le cas de processus chez les arbres, de plasticité ou d'adaptation locale, très très loin de voir d'emblée les applications. Mais comme tu le sais, il y en a par exemple qui ont déjà été trouvées, notamment en embryogénèse somatique. On peut imaginer que l'on peut dériver des variants épigénétiques induits et les multiplier par embryogénèse somatique qui ne fait pas appel à de la méiose pour obtenir des embryons et notamment des processus de priming. Donc là, il y a déjà des expériences sur le Norway Spruce qui sont faites et qui fonctionnent là-dessus, qui touchent à la phénologie pendant 2 ans des arbres par une préacclimatation au moment de l'embryogénèse somatique des embryons à des températures particulières. Et on sait que cette température, elle affecte de l'épigénétique et des petits ARN. Et que cette mémoire qui va jouer ensuite sur la phénologie pendant 2 ans, elle est en bonne partie épigénétique. Et ça, c'est bien démontré dans les expériences de tous mes collègues norvégiens sur cette thématique-là maintenant depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que ça va clore la partie là, présentation. Dans quelques minutes, on va avoir une discussion avec les étudiants dans le cours là, sujet de pointe en écologie. Donc, encore une fois, je veux te remercier, Stéphane, au nom de notre institut, l'ISPAR. On se tient au courant pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus et pour la discussion.